Alors, Diadier, qu'est-ce qu'une journée comme Rive Noire Littérature représente pour vous? Bonjour, merci déjà pour l'invitation. C'est que ça représente pour moi, tout d'abord, je connaissais un peu le blog de Gangouis, on va dire bien avant d'atterrir dans le monde de la publication. Donc c'était quelque sorte pour moi un espace pour les auteurs africains, un espace de discussion. C'est là-bas que j'ai découvert Mohamed Bougarsar, que j'ai suivi le Tonton Samitiak, d'autres auteurs qui passaient dans chacune des saisons. Donc qu'il y ait une journée dédiée, en tout cas physiquement, à ce qu'il fait avec les autres blogueurs, avec les auteurs. Voilà, c'est quelque chose qui relève presque, j'ai l'impression, en toute proportion gardée, de participer à quelque chose d'historique, pratiquement. Enfin, je ne vais pas faire de comparaison hasardeuse avec une certaine cérémonie à la Sorbonne ou bien des journées africaines. Enfin, organisé à Dakar, etc. Mais c'est quelque chose, en fait, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, je veux dire politiquement, avec les montées des extrêmes droites, le souverainisme en Afrique, etc. C'est vraiment important d'avoir ces espaces-là dédiés aux littératures africaines. Et c'est un très grand plaisir pour moi. À quoi ressemble votre lieu d'écriture? Alors, Est-ce que vous pouvez nous le décrire? à la question déjà, je vois l'état de ma chambre, je me dis non, je ne peux pas décrire ces choses-là parce qu'il y a des travaux actuellement dans ma salle de bain pour installer un nouveau système de chauffe-eau thermodynamique. Bref, donc l'état enfin, c'est le premier endroit où j'écris, évidemment, donc depuis mon lit. Voilà, depuis mon lit le soir, euh, entre minuit et 3 heures du matin, pour avoir la paix, la tranquillité et surtout ne pas avoir la tentation de répondre à des messages, à des mails ou des gens qui m'appellent, etc. Donc c'est vraiment le premier endroit. Donc l'espace premier, c'est mon appartement. Les autres espaces peuvent être soit des cafés, comme tout à l'heure. À la gare, j'étais sur mon téléphone, j'ai noté des choses, donc des idées qui me venaient. Parfois, ça peut être dans les transports, mais vraiment des brefs instants où j'ai une idée que je n'ai pas envie d'oublier. Je note immédiatement l'idée. Donc, il y a de ces espaces-là, mais l'espace premier, c'est vraiment mon appartement. Et de cet espace-là, quels sont les objets qu'on voit et qui sont toujours là, qui vous donnent ce sentiment de sécurité pour écrire, ce sentiment de liberté pour créer? Ah, c'est vrai que je n'avais jamais pensé à ça, quoi, qu'il y avait vraiment des objets, mais maintenant que la question est posée, il y a peut-être les tableaux, enfin, parce que j'ai certains tableaux chez moi, enfin, il y a un papillon sur l'un et l'autre, une espèce de choses abstraites que je n'arrive pas à décrire. Mais souvent, quand je suis dans le lit, je vois ces tableaux-là. Après, évidemment, la porte, mais je sais pas, c'est que ça peut avoir comme signification d'écrire en voyant une porte. Peut-être, enfin, en même temps, je pense que je peux broder là-dessus, sur les possibilités que ça offre. On ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte, finalement. On ne sait pas. Enfin, Intéressant. c'est l'avenir, c'est la possibilité de découvrir quelque chose de caché, peut-être. Enfin, je me rends compte De que fuir, oui, ou claquer la porte, ne plus jamais revenir. pas mal. Voilà. Oui. S'il y a une question qu'on ne vous a jamais posée et que vous aimeriez qu'on vous pose, c'est laquelle? Difficile de choisir la question par rapport au livre, par rapport à Ce moi-même. que vous voulez. Si on m'a posé la question, mais pas dans un contexte où je réponds sur le travail d'écriture ou sur autre chose, mais je sais que dans beaucoup de pays africains, pour beaucoup d'ethnies, il existe des totems pour chaque clan, etc. Et je pense que personne ne m'a demandé quel était mon totem. Et Alors, je vous j'ai genre demande. totalement la raison. Bon, j'ai un totem, en fait, qui est une plante, la calebasse. Ah, expliquez-nous ça. Voilà. Et alors, comment expliquer c'est patrilinéaire, donc j'ai hérité cela de mes ancêtres masculins. Donc, il paraît que il y avait, je sais plus, selon la légende, une histoire de calebasse dans un champ qui poussait en pagaille, etc. Donc, l'un des ancêtres a dû réciter une formule
voilà, pour éradiquer le fléau. Donc, ça a créé une symbiose entre la plante et notre famille. Et finalement, les gens, quand ils ont des problèmes de calebasse qui envahissent leurs champs, font appel à ceux de notre famille, hein, dans le fond, faisaient appel pour qu'ils viennent demander à la calebasse de ne plus pousser. Mais nous, dans nos propres champs, elle reste une espèce envahissante tout le temps. Donc, c'est une espèce de contrepartie qui fait que, voilà, c'est une plante que je respecte. Il y a même un interdit quand une calebasse est cassée. Par exemple, les femmes d'autres familles peuvent essayer de s'en servir. Nous, on ne peut pas. Les hommes ou femmes, tu ne peux pas. Et surtout, la chose à ne pas faire, c'est d'utiliser une brusure de calebasse pour ramasser du feu. Ça, c'est un sacrilège. Mais en même temps, ce sont des questions qui rentrent un peu en conflit avec les croyances musulmanes. Donc, on a parfois tendance à ne pas vouloir y penser, mais ça existe. Et je tiens à mon totem. Ah, justement, j'allais vous poser la question de savoir si c'est quelque chose qui fait vraiment partie de votre vie au quotidien. Euh, Pas au quotidien, Oui. mais j'y pense tout le temps parce que je me dis que là, aujourd'hui, on voit avec l'écologie une prise de conscience sur la nature, sur les animaux. Il y a certains dont les totems sont des animaux, etc. En fait, c'est que nos ancêtres, à un moment donné, ils inventent des légendes, bien sûr, pour expliquer le lien entre l'homme et la plante, mais quelque part, ça part peut-être d'une réflexion sur la protection de la nature, sur la protection des animaux, sur le fait de dire que tout être vivant, toute chose, enfin les plantes sont vivantes aussi, mérite notre respect. On ne peut pas juste se servir indéfiniment. On ne peut pas tuer les animaux à volonté juste par plaisir. Il faut le faire par nécessité. Et il en va de même pour les plantes. On ne peut pas couper les calebasses à volonté. Il faut juste que tout ça fait avec modération et vivre en symbiose, on va dire, avec la nature. Quel est le livre que vous avez lu et que vous vous êtes dit, c'est ça, c'est ce que je veux faire, je veux écrire? Alors, question très difficile parce que j'ai lu le livre, mais c'est plus tard que j'ai réalisé que c'était à cause de ce livre peut-être que j'avais voulu aussi écrire, et c'est l'épopée mandingue, la version de Djeliba Kouyaté transcrite par Djibril Tamsinian. C'est une épopée que j'avais lue l'année où je devais aller au collège, donc c'était là, enfin, que ça, je pense quelque part, ça a contribué à la construction de mon identité, c'est-à-dire de voir le personnage de Sundiata dans cette épopée qui, au début, est moqué par tout le monde, n'arrive pas à marcher, et tout à coup, voilà, il va arracher un baobab. L'adolescent que j'étais dit, voilà, il y a encore de l'espoir pour moi, à cet âge-là, d'un jour, d'arracher aussi symboliquement un baobab. Donc, je pense que cette épopée-là a vraiment nourri quelque chose en moi. Après, bien sûr, il y a eu d'autres lectures, d'autres niveaux de lecture. Mais quand j'y pense maintenant, je pense que c'est le premier roman qui m'a donné envie de raconter aussi des histoires sans que je ne puisse on va dire, le rationaliser à ces moments-là. Quelle est votre dernière lecture marquante? Ma dernière lecture Oui. marquante, alors, c'est compliqué parce que j'ai lu dernièrement, j'ai relu Les Alcools, voilà, enfin, l'alcool de Apollinaire, enfin, qui n'est pas vraiment un roman, c'est de la poésie. Et, enfin, il y avait des passages là-dedans qui, quand même, étaient, je sais pas comment dire, on sentait vraiment la souffrance dans certains passages, et dans d'autres, c'était plus le rapport à la ville de Paris ou bien à la beauté. Enfin, je sais pas comment décrire, c'est comme quand on est devant un bon plat de tchèb, en fait. On déguste, on est là, les saveurs sont bonnes, mais on peut pas philosopher. Enfin, c'est pas possible. Voilà. Et je pense que l'une des, on va dire, des dernières lectures marquantes, c'était Les Alchimies d'une écrivaine française. Le roman s'appelle Les Alchimies, Sarah Chiche, et ça raconte en fait une histoire d'une famille de médecins, mais en filigrane, il y a la question du génie qui se pose, c'est-à-dire jusqu'où certains peintres sont allés voler des crânes de génie pour en faire de la mixture, faire de la peinture. Ça part très loin, et comment les scientifiques, dans un certain siècle, en fait, ont voulu expliquer l'origine du génie. On commençait à mesurer la taille des crânes, des cerveaux pour comprendre d'où venait l'intelligence. Et finalement, on s'est rendu compte que certaines personnes très brillantes
avaient des tout petits cerveaux et qu'à l'inverse, il y avait des grands idiots avec des gros cerveaux. Donc, en fait, dans cette famille de médecins, légistes, etc., donc il y a ces questions qui reviennent sans cesse. Ça m'a marqué dans le sens où, enfin, c'est vraiment une histoire très difficile, très médico-légale, mais de voir en fait comment l'être humain essaye de comprendre le mécanisme du cerveau en même temps à partir de son cerveau, mais qui lui échappe totalement. C'est-à-dire c'est une espèce de course sans fin. On ne comprendra jamais d'où vient le génie, mais on va toujours essayer de trouver d'où vient ce génie-là. Après, est-ce que vous avez un roman que vous trouvez qui est sous-coté, mais que tout le monde devrait lire? C'est-à-dire, on n'en parle pas assez. J'ai envie de dire la moitié des romans écrits par les Africains sont sous-cotés. Enfin, c'est je le dis comme ça, mais l'autre jour, je parlais avec un ami d'ailleurs qui est là dans la salle. Je lui ai parlé d'un roman Bouba Touré, Notre case est à Saint-Denis. Il dit mais je connaissais pas. J'ai dit ouais, c'est pas grave, c'est comme ça souvent avec certains auteurs africains. En fait, peut-être pour donner un exemple précis. Sous-côté, enfin, je sais pas, parce que en même temps, les auteurs sont sensibles. Donc, si j'ai dit que son roman est sous-côté, il peut peut-être m'en vouloir. Non, je préfère ne pas répondre à la question. Pas sous-coté, parce que ça, c'est un Ouais. peu négatif, Oui. mais des romans pas suffisamment mis en lumière. Pas suffisamment mis en lumière d'auteurs africains qui ne sont pas là aujourd'hui. Mais qui nous écouteront un jour. Qui vous coûtera un jour. Ah, est-ce que c'est juste un roman, un essai? Tout écrit, oui. Voilà, par exemple, l'essai de Elgas sur les ressentiments coloniaux. Mais c'est quelque chose, en fait, qui, pour moi, qui déborde à la fois d'intelligence, d'une forme de réflexion sur comment, en Afrique, on essaie de fabriquer une lignée de traîtres, c'est-à-dire des gens, en Europe, peuvent être des libres penseurs. Personne ne va dire que ce sont des traîtres, ils pensent librement. Mais à partir du moment où un penseur africain, de quelque nationalité que ce soit, essaye en fait de sortir des sentiers battus pour défendre ses idées, on va le traiter de traître, de vendu, etc. Et tout de suite pour le disqualifier. Et je pense que beaucoup d'écrivains francophones sont dans cette optique-là à partir du moment où ils écrivent à partir on va dire, d'un centre autre que leur pays. Il y a toujours ce soupçon-là. Pour qui écrivent-ils? Pour qui créent-ils ces histoires? Est-ce que ce sont des histoires ou bien c'est juste des histoires pour plaire à l'édition parisienne? Donc, c'est un essai que je recommande, que je trouve n'est pas suffisamment mis en lumière. Si vous devez tout recommencer et que vous n'étiez pas auteur, vous feriez quoi? Je pense que je me serais peut-être lancé dans le théâtre. Pourquoi? Pour être comédien, pour incarner les choses. Je pense qu'il y a quelque chose en moi, en tout cas, qui aime les histoires, faire des histoires. Si j'étais empêché de pouvoir les écrire, peut-être que j'essaierais par un autre moyen de les faire vivre par l'acte, donc par le théâtre. Donc, c'était au sujet de votre dernier livre. Donc, on a déjà fait une interview sur ce livre. Mais moi, après avoir lu et en réfléchissant encore sur votre livre, je ne vous avais pas posé la question de la réception de ce livre dans la communauté afro, où il y a beaucoup de thématiques auxquelles on est confronté. Donc voilà, par rapport aux thématiques, donc la grosse thématique, l'immigration, l'exil, les sans-papiers, voilà. Donc il y avait cette question-là, puis après j'en ai encore une petite. Alors, la réception, c'est-à-dire par... Vous avez eu des réactions par rapport au thème des sans-papiers, parce qu'il y a quand même un aspect négatif, il y a beaucoup d'aspects négatifs. Donc moi, ce que j'avais aimé, c'est que, et ça vous le dites aussi dans l'interview, c'est pas seulement l'administration française qui est compliquée, mais c'est aussi entre nous. Ouais. Voilà, c'est parfois dans nos communautés, on profite un peu de la fragilité de la personne nouvellement arrivée, qui est sans papier, etc. Et donc, je me dis, ça parle des choses, parce que moi, quand j'ai raconté ce livre autour de moi, tout le monde m'a donné des exemples de cas
qu'on connaît. Par exemple, la petite sœur qu'on fait venir, finalement, on la pousse pas aux études, elle se retrouve nounou de la famille. Et quand elle veut un peu s'en sortir, c'est la catastrophe. Donc, et il y a eu des réactions aussi disant que vous parlez un peu de certains tabous, quoi. Ouais. Ou que je vends les histoires, on va dire. Oui, aux oui, autres. c'est ça. C'est ça, quoi. Des réactions plutôt comme ça, quoi. Hein. Alors, que la communauté est à remettre en cause aussi, par certains aspects. Alors, je n'ai pas vraiment eu personnellement des réactions directes. D'ailleurs, j'appréhendais cette question parce que c'est délicat. Je pense que pour beaucoup d'Africains ou d'Afro-descendants, les choses de la communauté doivent rester dans la communauté, ne pas sortir. Il faut pas aller nous vendre. Voilà. On dit ça chez les Maliens, voilà, apporter les problèmes ailleurs. Donc pour eux, mettre ces problématiques dans un roman qui peut être accessible à n'importe qui, c'est en quelque sorte ternir l'image de la communauté. J'ai appréhendé cela, mais je pense que je n'ai pas eu de retour par rapport à ça. Les retours ont souvent été sur, comment dire, ce que je raconte dans l'histoire, c'est pas censé se passer dans les années 90, en tout cas, avec l'église Saint-Bernard. C'était de voir à quel point on avait régressé. Là, dernièrement, il y avait une chasse à l'homme, on va dire, organisée dans les gares françaises, sous décision du ministère de l'Intérieur pour des contrôles d'identité. Mais en soi, c'était les mêmes dispositifs qui étaient là dans les années 90 et qui terrorisaient certains immigrés qui n'osaient même pas sortir de chez eux pour aller acheter du pain à la boulangerie. Sinon, tu disparais et le lendemain, on apprend que tu étais dans un cargo pour on ne sait pas quel pays. Donc, c'était de savoir, en fait, comment on a régressé et qu'est-ce qu'on peut faire finalement. Parce qu'on a tous ce syndrome de se dire, oui, mais si j'étais là en 1939, qu'est-ce que j'aurais fait? Si j'étais là, je ne sais pas, pendant la colonisation, non, mais je ne me serais pas laissé faire. Ouais. Mais là, aujourd'hui, on est là, on peut faire quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut concrètement faire pour essayer d'atténuer cette violence administrative-là? C'est surtout des retours que j'avais, voilà, des questions par rapport à ça. Et juste sur la fin du livre, moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc et je pense qu'on a dû vous poser cette question. Par contre, quand la suite, où c'était vraiment un livre décidé au départ pour, voilà, c'est vous avez dit ce que vous avez à dire, où rien n'est fermé, peut-être il y aura une suite, peut-être pas. Alors, peut-être pas. Parce que, en fait, c'est vrai que la fin laisse sur la fin. Mais c'est ça. Donc, comment vous avez fait ça? Non, mais il y avait une fin autre, mais à un moment donné, entre... Ah, il y avait une autre fin? Moi, avec l'éditrice, on a eu une discussion finalement qui m'a fait comprendre que ce serait mieux de laisser une fin ouverte, c'est-à-dire de ne pas sceller le destin, en fait, en disant tout est noir, il n'y a plus aucun espoir, cet homme va retourner systématiquement dans son pays. En fait, de laisser au lecteur la possibilité d'imaginer la fin qui est possible. Peut-être qu'il reste, qui sait, peut-être que finalement, 5 ans après, il obtient la nationalité française, mais laisser la possibilité au lecteur de penser cela. Je pense que quelque part, oui, peut-être que dans le prochain roman, ou dans celui d'après, il y aura peut-être un fantôme qui va ressurgir. C'est ça, mais, c'est pas dit. Je pense que c'est indéniable, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en écoutant les écrivains qui écrivent depuis plus longtemps que moi, et moi-même par rapport à ces 2 romans, il y a toujours des personnages qui reviennent sous d'autres appellations, sous d'autres formes, avec un autre point de focalisation. Par exemple, le personnage de Toko, finalement, c'est le père de Amé, Kaba, dans le duel des grands-mères, qui revient, mais sous une autre forme, parce que Kaba était quasiment absent du roman. On entendait parler de lui, de son absence, etc. Mais voilà. Donc, je pense que oui, il y a une possibilité que ça se prolonge dans un autre texte, mais il n'y aura pas de tome 2. Il n'y aura pas de tome 2, sous une autre forme alors. Oui. Hein? Ouais. Ok.